attendant, on va commencer le débat sur la table ronde sur la crise et l'urgence écologique, crise et urgence climatique. Donc, je me présente, Roland Mérieux, ensemble. La première intervenante sera Lynn Mouquet, qui est conseillère départementale, qui est coprésidente de Nouvelle-Donne, qui est à la fois conseillère départementale de Gironde, et qui va intervenir en particulier sur la crise écologique et l'urgence climatique à partir des événements de cet été, et en particulier des incendies en Gironde. Ça donne un exemple concret par rapport à la crise climatique. En deuxième intervenant, notre camarade Jérôme Glaise, donc d'ALV, qui est à la fois élu sur Paris et qui interviendra en particulier sur les questions de la crise énergétique. En trois, Nadège Bouamé, qui est élu sur la ville de Nantes et qui interviendra en particulier sur les questions d'emploi et de transition écologique. Et en quatre, Patrick Parbiaz, qui est responsable de PEPS, il présentera PEPS, et qui interviendra sur la question de l'écologie et des quartiers populaires et des classes populaires. Donc, Aline. Merci. Je ne vais pas faire un tableau du dérèglement climatique, de où on en est du point de vue écologique et de la biodiversité aussi aujourd'hui. Je pense que vous êtes tous sensibilisés à ça. Nous savons tous que notre planète est en danger à cause des décisions politiques et des choix économiques qui ont été faits depuis un siècle, plus d'un siècle maintenant. Alors quand je dis que notre planète est en danger, pas tout à fait en fait. La planète, elle s'en remettra. C'est l'humanité qui est en danger, c'est la faune et la flore, ce sont les océans qui sont dégradés, c'est l'air, et c'est toutes les conditions en fait qui sont réunies pour que nous ayons maintenant une planète beaucoup moins vivable. Depuis 50 ans, des scientifiques alertent sur cette situation et pourtant, nous continuons à émettre de plus en plus de gaz à effet de serre. Nous continuons à inonder les rivières et les océans de plastique, bref, à poursuivre dans la perspective de cette planète invivable. Le point de non-retour, pourtant, n'est pas atteint. Là aussi, ça fait plusieurs années qu'on dit il nous reste 3 ans pour faire telle chose, il nous reste 2 ans, il nous reste 1 an. La catastrophe n'est pas atteinte et pourtant, nous avons des solutions à portée de main. Nous pouvons la ralentir, nous pouvons l'amoindrir. Donc il nous faut avancer avec l'idée, et c'est ça qui doit être le moteur de notre action, c'est que chaque action, en fait, elle épargne des vies. Chaque action, elle permet d'épargner des drames humains souvent. Et c'est cela qui doit nous pousser donc à agir. Au lieu de cela, nos dirigeants, là je parle au plus haut de l'État, parce que justement on va voir dans ce que je vais vous présenter sur ce qui s'est passé en Gironde, que les élus locaux, eux, ils se coltinent le terrain. Donc au plus haut niveau de l'État, les dirigeants ont une perception biaisée des risques et leurs décisions ne sont clairement pas à la hauteur des enjeux, peut-être parce qu'ils sont dans la population, ceux qui sont finalement et qui seront le moins confrontés aux risques climatiques, à toutes les catastrophes naturelles qui peuvent arriver, ceux qui peuvent le plus s'en sortir, ceux qui peuvent même l'anticiper, l'éviter, ce qui n'est pas le cas de tout le monde dans la population. Pourtant, donc, les conséquences du dérèglement climatique sont déjà là, elles sont bien visibles. Donc, je prendrai l'exemple de la Gironde en 2022. L'année 2022, c'est une année noire pour la Gironde. Donc, l'année a commencé avec des inondations dans le sud de la Gironde, des communes complètement inondées. Il y a eu aussi des épisodes de gel précoce qui ont détruit les vignes et d'autres cultures. Et puis, en mai-juin, 5 épisodes de grêle, dont un orage avec des grêlons de la taille d'une balle de tennis. Donc aujourd'hui encore, quand on passe dans les rues de Gironde, on a des toits défoncés, des voitures défoncées, et on a vraiment un sentiment de guerre, en fait, on est dans une situation de guerre. Alors, toute proportion gardée par rapport à ce qui peut se passer effectivement ailleurs, mais en tout cas, on voit des bâtiments dans un sale état et ils n'ont toujours pas été réparés. On a aussi en Gironde le problème de l'érosion côtière avec la montée aussi des eaux.
montée de la mer. Et puis enfin, dernier épisode qui a fait la une tout cet été et encore en septembre, les incendies monstrueux de cet été. 30 000 hectares détruits. Alors en venant en train ce matin, je me suis dit je vais parler à Paris, donc je vais essayer de voir ce que ça fait par rapport à Paris. Eh bien ça fait 3 fois Paris intramuros. Paris c'est 10 000 hectares. Donc là 30 000 hectares détruits, 3 fois Paris détruit cet été en quelques semaines. Donc la Gironde, c'est un exemple, c'est un département qui est exposé donc à tous les risques, peut-être pas les séismes, mais presque tous les risques naturels, de catastrophes naturelles. On avait aussi les tempêtes en 1999 et en 2010. Et donc, pour revenir sur ces incendies monstrueux, qu'est-ce qui a pu arriver à ça, à part effectivement la main de l'homme quand ce sont des incendies criminels ou des accidents qui peuvent arriver? Eh bien, il y a 4 facteurs qui interviennent. Et ces 4 facteurs, au moins pour les 3 premiers, sont très clairement liés au dérèglement climatique. D'abord, des épisodes caniculaires beaucoup plus longs, beaucoup plus intenses et beaucoup plus nombreux cet été. Et il faut se dire en fait que dans les prochaines années, au lieu d'avoir des périodes estivales entrecoupées d'épisodes de canicule, on aura un été caniculaire qui commencera en avril, qui finira en octobre, et qui sera interrompu par des périodes où on pourra un petit peu plus respirer. Donc en fait, on est parti sur cette configuration-là. Et des pics de canicule très hauts. On a eu donc jusqu'à 40 degrés et des maximales souvent supérieures à 30 degrés. Donc c'était invivable. C'était invivable. Une végétation particulièrement sèche. Il n'y a eu qu'un seul jour de pluie en juillet. Donc vous imaginez l'état de la terre quand les incendies ont commencé. C'était le mois le plus sec depuis 1960. Avec des restrictions d'eau, mais ça a été le cas aussi dans d'autres départements. Un niveau d'humidité, ce qu'on appelle l'hygrométrie, aussi très bas. Donc toutes les conditions réunies pour avoir des incendies monstrueux. Et ce qui a rendu la tâche des pompiers encore plus compliquée, c'est des vents instables qui tournaient dans tous les sens et qui ont, alors parfois, sont arrivés à temps, puisque la maire d'un village témoignait que, en fait, on lui a demandé à un moment d'évacuer le village parce que l'incendie est arrivé sur le village. Donc il y a eu 2000 hectares. Il faut savoir qu'il y a 1800 hectares qui ont brûlé. Les 200 hectares qui ont été sauvés, c'est les maisons. Donc les pompiers ont pu sécuriser un périmètre, mais en fait, parce que aussi ils ont été aidés parce qu'au dernier moment, le vent a tourné, et ça c'était imprévisible, et ça s'est reporté sur la forêt. Donc là, et on avait, enfin je ne sais pas si vous avez vu les images, mais des pins qui brûlent comme des allumettes. Ce sont des torches de feu. Alors ce n'est pas des méga-feux comme on a pu avoir en Californie ou en Australie. Ou en Californie, par exemple, on abandonne complètement la lutte contre l'incendie, on laisse brûler, parce que de toute façon, on n'arrivera à rien faire. Voilà. En Gironde, les pompiers n'ont jamais lâché, jour et nuit, pendant des semaines. La Gironde est en France le département le plus exposé au risque de départ de feu. 600 feux par an environ. 600 départs de feu par an environ. Et l'estimation est que le risque de feu de forêt va augmenter de 30% d'ici 2050. Donc là, on a des pompiers qui étaient mobilisés jour et nuit. Donc on imagine la quantité de moyens qu'il va falloir faire. Et cette augmentation de risque de feu, elle est clairement pointée comme étant liée aux émissions de gaz à effet de serre. Donc sur les incendies de cet été, 6000 pompiers mobilisés, 1600 venus de 60 départements de Suisse, d'Europe, d'Union européenne, 300 agents et élus mobilisés jour et nuit aussi, pendant des semaines pour nourrir les pompiers. Voilà. Et la bonne nouvelle, c'est qu'il n'y a eu aucun mort à déplorer, mais la faune et la flore ont chèrement payé leur tribut. Il y a eu 19 bâtiments brûlés pour 5000 habitations épargnées. Donc, malgré toutes ces conditions extrêmement négatives, les pompiers ont réussi à faire quelque chose d'extraordinaire. Il y a eu aussi un bel élan de solidarité. Et je dirais que c'est peut-être dommage qu'il faille en arriver à des situations aussi extrêmes pour que la solidarité renaisse. Et que le projet écologique pourrait peut-être être justement l'occasion de tous se fédérer, tous s'unir pour recréer les conditions vivables sur notre planète. Voilà. Alors, le constat que l'on fait, c'est d'abord un constat de manque de moyens. Un manque de moyens aériens, des avions basés trop loin, le temps qu'ils arrivent, les départs de feu, c'était plus des départs, c'était
pas des arrivées, mais c'était déjà propagé, et voilà, ils n'ont pas eu le temps d'intervenir, donc ça veut dire qu'il faut qu'il y ait en France plusieurs endroits où les avions puissent intervenir, et notamment en Gironde et dans les Landes où c'est très difficile. Des camions de pompiers aussi, peut-être à adapter davantage au terrain, parce qu'entrer dans des forêts qui ne sont pas toujours bien entretenues, ça peut être compliqué. Et puis surtout, il va falloir se concerter. Parce qu'en fait, le problème du dérèglement climatique n'est plus un problème individuel. C'est un problème collectif. Et il faut un traitement collectif. Il faut des solutions collectives. Là, les forêts, il y a des propriétaires, ce sont des propriétés privées. Donc il faut, pour aménager une forêt, il y a des décisions qui sont collectives qu'il faut prendre. Pour la rendre moins propice aux incendies et plus résiliente. Il ne faut pas qu'on refasse pareil, replanter des pins sur des hectares et des hectares qui vont rebrûler à la prochaine, au prochain été. Donc, sont envisagés des états généraux de la forêt, où justement tous les partenaires vont pouvoir discuter ensemble pour construire ensemble les solutions au dérèglement climatique. Le souci qu'on a aussi en Gironde, ce sont des aberrations. Je parlais du manque de moyens, mais on a 20 000 habitants de plus par an. 20 000 habitants de plus par an, et pourtant, et le nombre d'interventions de pompiers est en forte hausse, 187 000 interventions par an sur tout le département. Et pourtant, l'assiette sur laquelle est calculé le financement des secours, elle n'a pas évolué depuis des années et des années. Donc en fait, le département, le SDIS, doit gérer une population plus grande, des habitations plus éparpillées, doit gérer tout un tas de problèmes, en plus, sans avoir des moyens supplémentaires. Donc là, il y a vraiment la nécessité d'agir à la hauteur des enjeux. Cet été, on a évité le pire. C'est une leçon, en fait, pour se préparer pour les étés suivants. Et moi, j'ai très peur parce que Macron nous a dit, suite au Covid, on va changer de modèle, on va faire ce qu'il faut. Voilà, c'est le moment idéal pour faire ce qu'il faut. Résultat, on ne le voit pas trop, au niveau de l'écologie, au niveau du social non plus d'ailleurs. Donc, on sait maintenant que face à ces défis, il faut des moyens financiers importants. Et ces moyens financiers, ils ne sont pas possibles si les caisses de l'État sont vides. Ils ne sont pas possibles si on diminue sans cesse les impôts. C'est tout simplement, c'est une aberration, cette politique fiscale menée par Macron et ses gouvernements successifs depuis 2017. On a bien compris que c'était aussi pour repasser au privé un certain nombre de missions du public. La deuxième chose qu'il faut faire, c'est former les gens dès le plus jeune âge, car la prévention aux risques et la prévention des risques passe par une formation ambitieuse. Et il faut aussi former les élus, les ministres, les préfets, tous ceux qui accèdent à un niveau de responsabilité important devraient recevoir une formation obligatoire parce que chacun a un niveau d'information. Mais il y a vraiment des données chiffrées, des notions importantes à maîtriser pour comprendre vraiment ce qu'est le dérèglement climatique. Et cette prise de conscience par ces informations précises, elle rend encore plus efficace et plus précise la recherche de solutions. Et on croit souvent qu'ils savent, mais en fait, on se rend compte qu'ils ont de grandes idées, en fait, des idées générales sur les questions. Et puis enfin, troisième chose, il nous faut construire une force, je rejoins ce qu'on a dit ce matin, il nous faut construire une force de gauche capable d'accéder aux manettes et d'agir plus vite, mieux, et notamment dans le respect de la justice sociale, parce qu'on n'arrivera pas à faire payer les plus pauvres. Ça ne marche pas. L'argent, il faut le prendre là où il est, il faut le prendre dans la spéculation, avec les taxes des super profits, mais pas que des super profits. Il y a des profits tout court qui peuvent être mis à profit pour être redistribués aux plus pauvres. Voilà. Donc les partis de la NUPES ont su se retrouver sur un certain nombre de propositions. C'était une première étape. Et si nous sommes là aujourd'hui, c'est que nous voulons enclencher une deuxième étape, refonder la gauche, recréer une force de gauche capable de devenir majoritaire. Pour ça, il faut des états généraux de la gauche sociale et écologiste. Il faut ouvrir la discussion avec tous les partis, avec les syndicats, avec les associations. Il faut qu'on arrive à passer ce cap et à être une force vraiment majoritaire dans ce pays.
Nous ne devons pas oublier que ce sont les plus fragiles et les plus précaires qui sont les premiers touchés. Je rejoins le volet social, la table ronde sociale qu'on a faite tout à l'heure. Ce sont les premiers touchés, les plus fortement touchés par le dérèglement climatique. On a parlé de passoires thermiques à un moment dans la journée. Ce sont aussi ceux qui sont en première ligne lors des crises économiques. Et nous savons que ce n'est pas Macron qui agira en leur faveur, comme le montre sa réforme de l'assurance chômage, sa politique de retraite et sa politique fiscale. Voilà. Merci Aline. Jérôme, pour 7 à 8 minutes, si on peut... Tu me dis quand je dois couper. Oui, oui. Jérôme, donc, excusez-moi, j'ai un rendez-vous à 17h, donc je vais devoir m'éclipser dans quelques minutes. Jérôme, pour 7 à 8 minutes, et en particulier sur les questions énergie. Oui, moi je pense que la situation est encore plus critique que cela. Un peu en rebond avec ce qu'a dit Bernard Adriano sur le fait qu'il faut bien avoir conscience qu'on a une crise structurelle qui est en résonance avec toutes les crises géopolitiques, les crises sociales, les crises économiques, sous ces différentes dimensions, les différents ensembles des crises environnementales. On est dans une situation vraiment de crise majeure et de crise qui est singulière dans l'histoire de l'humanité. C'est pas pour rien qu'on utilise le terme d'anthropocène, l'anthropocène au sens où les êtres humains sont devenus des acteurs géologiques, c'est-à-dire que pour la première fois dans l'histoire de cette planète, donc une petite espèce humaine donc, est capable donc, de transformer des événements géologiques. Ça a des conséquences très importantes. Alors on n'est pas là pour faire un cours d'écologie. Je vais rebondir aussi sur ce qu'a dit Christophe tout à l'heure sur le fait qu'on a une bifurcation qui est en cours. Et je reprendrai aussi une expression que j'aime beaucoup d'André Gorz dans son dernier texte avant qu'il se suicide. Il ne s'est pas suicidé à cause de ça. C'est mieux de le préciser. Je précise parce que tout le monde n'est pas au courant. La fin du capitalisme a déjà commencé. C'est le titre de son texte. Parce que tout justement, on est dans une phase de crise d'accumulation du capital. Et donc, le capitalisme ne peut plus continuer comme ça, accumuler du capital de la manière dans laquelle ça s'est fait durant les Trente Glorieuses, enfin, depuis les révolutions industrielles. Et donc, de ce fait, là, on est dans un camp contre camp, comme au XIXe siècle, mais pas de la même manière. Parce qu'au XIXe siècle, c'était camp contre camp. On a pu faire derrière le Fordisme, c'est-à-dire trouver un compromis social entre le salariat et le capital, entre le travail et le capital, parce que c'était possible. Aujourd'hui, ce compromis n'est plus possible. Donc à partir du moment où il n'y a plus de compromis possible entre une classe capitaliste et avec donc le peuple, va se poser donc de graves problèmes. Et donc eux, ils sont déjà en guerre. Eux ont déjà intégré la question de la crise écologique, et c'est ça qu'il faut faire attention. C'est-à-dire qu'avoir conscience de la crise ne veut pas dire qu'on veut apporter une réponse démocratique derrière à cette crise-là. Et donc ça, c'est vraiment l'élément dont il faut avoir conscience. Au MEDEF, là, c'était très intéressant. Il y a eu Aurélien Barraud qui a fait un truc. Un qui a été plus intéressant, ça a été Étienne Klein sur la question énergétique. Parce que je pense, et je vais parler dessus, c'est qu'aujourd'hui, la question énergétique est en fait la question clé. La question énergétique est celle qui a permis l'émergence du capitalisme et qui a permis aussi le compromis entre le salariat et le capital, parce que dans une période d'abondance de l'énergie qui coûtait pas trop cher, donc ça a permis donc de reposer les ouvriers, de passer à la robotisation, ça a permis aussi de créer beaucoup de croissance, de richesse, souvent au détriment du pays du Sud, mais en tout cas ça permet d'augmenter la valeur ajoutée, d'augmenter la part du salaire qui est allée, tout en ayant une augmentation des profits. Donc quand le salaire et le profit augmentent en même temps, c'est bon, hein, c'est assez facile dans ce monde-là. Ce monde-là, il est fini. Donc si on ne part pas de ce constat-là que le monde passé est terminé, donc voilà. Et aujourd'hui, donc la gestion de la richesse produite entre autant de personnes se pose dans un moment où le gâteau va arrêter de croître. Alors la question, alors ce qui est le positif qu'il peut y avoir par rapport à ça, c'est que la crise énergétique accélérée par la guerre en Ukraine va peut-être accélérer donc la prise de conscience et le prendre les bonnes positions, les bons choix politiques. Moi, j'ai bien cité comme exemple qui n'a rien à voir avec ce qui se passe là, c'est le programme Apollo des Américains. Les Américains ont été traumatisés par donc le programme soviétique donc, dans l'espace. D'un seul coup, ils se sont dit on va envoyer quelqu'un sur la Lune. Ça a généré énormément de choses, beaucoup de création de richesses, beaucoup d'augmentation des salaires. Ça a permis l'intégration aussi de femmes noires. Il y a eu un très beau film par rapport à ça. Ça a permis énormément de choses, de création d'innovation technologique. Il n'y avait pas de problème d'argent. Hein. C'est-à-dire on payait parce que la monnaie, c'est une construction sociale, c'est autre chose. Donc, il n'y a pas de rareté à la construction sociale. Par contre, il n'y a pas de rareté de la monnaie. Par contre, il y a une rareté donc, des ressources naturelles.
peut-être qu'il va y avoir le même contre-choc. C'est-à-dire, d'un seul coup, on va réagir. C'est-à-dire que notre objectif, c'est on évite donc l'accélération de l'effondrement climatique. Voilà. C'est mal parti. Les premiers choix ne vont pas dans ce sens-là. C'est-à-dire que qu'est-ce qu'a provoqué donc la guerre en Ukraine? Donc, premier élément, c'est notre dépendance à la Russie, que ça soit sur le gaz, que ça soit sur le pétrole. Les gens ne savent pas, mais on importe plus du pétrole que du gaz en France, notamment à cause de Total, ou grâce à Total. Donc voilà, ça on ne le sait pas, mais dans les statistiques, c'est là. Bon, le charbon, c'est pratiquement terminé, et puis il y a toutes les autres dépendances, l'uranium, de manière directe, potentiellement. Alors, c'est pas tellement l'uranium en tant que tel, mais c'est l'uranium retraité dont on est dépendant de la Russie, et y compris les Américains qui sont dépendants de l'uranium enrichi russe, y compris que les Américains achètent beaucoup plus aujourd'hui de pétrole en Russie qu'ils en achetaient avant la guerre en Ukraine. Alors, ça passe par les trucs détournés, notamment d'un seul coup. Donc, l'Inde est devenue un grand producteur de pétrole. Donc non, le pétrole russe passe par l'Inde, tout simplement. Voilà. Donc on est dans une situation où la guerre en Ukraine a révélé notre dépendance à ce niveau-là. Et quel a été le choix? Le choix, ça a été, on va remplacer le gaz russe par du gaz de schiste américain, qui émet encore plus de gaz à effet de serre, qui détruit les sols et tout ça, avec plein de produits chimiques qui s'utilisent. On va importer donc du gaz du Qatar. On va essayer de faire un accord avec l'Arabie Saoudite, qui sont des grandes démocraties comme la Russie. Tout le monde est au courant de ça. Donc en fait, au lieu d'être dans une situation donc de sortir notre dépendance au pétrole, on essaie de trouver des alternatives, mais pas en baissant notre consommation, d'autres alternatives donc de pétrole ou de gaz. Donc on voit qu'on ne répond pas à la situation. L'autre élément aussi de la conséquence de ça, c'est que l'Europe, et notamment l'Allemagne, c'est pour ça qu'on risque d'avoir une accélération des crises, c'est que l'Allemagne, d'un seul coup, donc, elle est dépendante de l'énergie, et donc de l'énergie russe, et donc l'appareil industriel allemand est en train de s'effondrer. Il y a plein de secteurs aujourd'hui qui sont à l'arrêt en Allemagne, parce que c'est trop cher. La part de l'énergie est trop chère, la part des matières premières est trop chère, et donc ça s'arrête. Alors, le premier effet quand même de ces crises, c'est plutôt des effets alimentaires avec pas mal d'émeutes de la faim un peu partout, au Pakistan, au Sri Lanka, qui a accéléré le renversement du pouvoir au Sri Lanka. Mais en tout cas, aujourd'hui, on va voir donc l'action de la crise donc, en Europe. Et moi, ce que j'appelle l'effet Fukushima, on n'est pas à l'abri en décembre d'avoir une conjonction d'une crise en France. Donc la France, la crise est facile à déterminer. Notre parc nucléaire français n'est pas capable de répondre à la demande d'électricité. On a déjà vu ça donc en décembre de l'année dernière, où d'un seul coup donc on a importé beaucoup d'électricité d'Allemagne parce que le parc nucléaire français n'était pas capable de répondre à la hausse de la demande parce qu'il avait fait un peu froid. Donc si d'un seul coup donc on a un effondrement de la demande, de la production d'électricité française, qui nous oblige à acheter de l'électricité en Allemagne, électricité qui est produite par des centrales thermiques au gaz, et qu'au même moment les Russes coupent totalement, il me reste 2 minutes, ouais, et qui nous reste totalement, et qui donc qui ne peuvent plus donc produire de l'électricité. Donc on a ce que j'appelle donc 2 crises. L'effet Fukushima, c'est la conjonction de 2 crises singulières en même temps. Donc la conjonction de ces deux peut entraîner un effondrement de l'Europe en très peu de temps. Voilà, donc les risques sont là. Parce que dans ce cas-là, ça veut dire qu'il n'y a plus assez d'électricité produite au niveau européen. Alors en plus, pour ceux qui connaissent les questions de l'électricité, le réseau physiquement peut s'effondrer parce qu'il faut maintenir un niveau de tension. Donc c'est vrai que la Fédération Chimie ont compris le problème, donc ils sont en train de changer de position au niveau de la CGT. Notre dépendance au nucléaire aussi. Le nucléaire n'est pas une solution, en tout cas à court terme, peut-être à moyen et long terme. Voilà, donc on est dans une situation qui peut être très critique d'un point de vue énergétique. Et il y a aussi donc la question avec la question sociale, donc du fait qu'aujourd'hui, alors ça c'est marrant parce que même des gens de droite commencent à s'en rendre compte, c'est que la question de l'inflation, elle n'est pas due donc à un problème d'excédent de la masse monétaire produit par la BCE. Elle est purement factuelle qu'une augmentation des coûts. Et aujourd'hui, ils ne savent plus faire. J'étais au conseil d'administration du SIAP. Donc pour ceux qui ne sont pas d'Île-de-France, c'est le syndicat d'assainissement de l'Île-de-France. Les produits, l'énergie augmente tellement qu'ils se disent qu'on ne va pas pouvoir faire le plan baignade pour les Jeux Olympiques de 2024 parce que ce n'est pas la priorité. Et donc d'un seul coup, voilà, il y a des choses qui vont s'annuler mécaniquement parce qu'il n'y a pas l'argent.
L'inflation, pareil, c'est que l'inflation entraîne après une augmentation forcément des taux d'intérêt. D'un seul coup, donc, il y a une augmentation des charges financières et ainsi de suite. Et puis il y a un autre élément, c'est que alors ceux qui sont, nous on connaît ça. Ils ne connaissent pas donc des mondes d'inflation à 10%. De fait, les salaires vont augmenter, c'est obligatoire. Et ils ne savent plus augmenter les salaires. Christophe l'a bien raconté par rapport à la fonction publique. Mais quand il y a une inflation à 6-8%, ils sont obligés d'augmenter les salaires. Parce que là, ça va entraîner des émeutes en France. Parce que l'explosion des coûts dans les familles, dans les ménages modestes, sans augmentation des salaires, que ce soit des salaires. Et en plus, c'est pour rattraper l'inflation, c'est même pas pour gagner du pouvoir d'achat. Ça sera intenable. Et c'est déjà intenable dans pas mal de temps au niveau donc, d'alimentation. Tu veux que je parle un peu de la NUPES ou pas ? Une minute. Donc voilà, la NUPES est une nécessité dans ce contexte-là. C'est la première chose, j'ai déjà dit tout à l'heure par rapport à pourquoi la NUPES est faite. Et la deuxième question, c'est qu'il va falloir aussi qu'il y ait des débats sur le plan de crise, parce qu'on est dans une situation de crise singulière, on ne va pas refaire un programme keynésien. Je suis bien intervenu sur le débat de tout à l'heure sur l'analyse classique marxiste de la question de la cotisation sociale et tout ça. C'est plus ça le sujet aujourd'hui. Le sujet, c'est comment on finance le modèle économique français dans son ensemble. La cotisation est un outil parmi d'autres, ce n'est pas aujourd'hui le point central de la contestation sociale. La question aujourd'hui, c'est comment on va se chauffer demain. Alors maintenant, la parole à Nadège. Pareil, 7 à 8 minutes. Bonjour. Moi, je vais intervenir davantage sur le volet transition écologique et emploi. En préambule, dire que la transition écologique est créatrice, selon l'ADEME, de 500 000 emplois d'ici 2030, 1 million d'ici 2050, pardon. Donc des métiers dans le domaine de l'agriculture biologique et paysanne, par exemple, dans le domaine du bâtiment pour l'isolation thermique des locaux, dans le domaine de l'énergie, on en a parlé déjà beaucoup aujourd'hui. Pour citer 3 exemples, des emplois qui ont l'avantage d'être ancrés localement aussi. Donc ça, c'était ce petit préambule. Ces emplois dits verts, il est donc essentiel qu'ils soient des emplois de qualité. Donc on a beaucoup parlé aujourd'hui de la question des salaires. Quand on entend emploi de qualité, moi je veux effectivement parler de la hausse des salaires. C'est essentiel, c'est indiqué dans le programme de la NUPES. Dans le programme de la NUPES, on a également mention de l'écart entre les salaires, de limiter l'écart des salaires de 1 à 20, c'est-à-dire que si on considère qu'on monte le SMIC à 1 500 € net, on pourrait même estimer qu'on pourrait le monter davantage, mais si on estime qu'on le monte à 1 500 € net, le salaire maximal de l'entreprise serait à 30 000 € net, ce qui permet de bien vivre malgré tout. Donc, voilà, des emplois verts de qualité, des conditions également d'emploi de qualité. On peut penser aussi à l'amplitude horaire. On parle, là je sors un peu des exemples que j'ai cités, mais on parle des métiers de l'hôtellerie-restauration par exemple, des métiers du lien et du soin. Donc l'amplitude horaire est un critère aussi important et de travail et de réforme sur la qualité des emplois. Et puis on voit aussi apparaître, parce que transition écologique se mène en parallèle de la transition numérique, et on voit apparaître de nouvelles formes d'emploi, de nouvelles formes de travail, avec notamment des services de livraison. Donc on pense à tous les Uber sous toutes leurs formes. On pense au dark store, on peut se faire livrer son paquet de pâtes en 3 minutes parce que on estime que c'est essentiel. Ces nouvelles formes de travail, il faut absolument qu'on les prenne en compte, qu'on crée des. Enfin, on a des exemples d'endroits où ces formes de livraison se font dans des conditions salariées, avec donc un salaire, des cotisations. Et donc, tout à l'heure, quelqu'un parlait de la nécessité de prendre en compte le salaire
brut, merci. Voilà, donc bien prendre en compte, parallèlement à la transition écologique, ces nouvelles formes de travail qui sont liées à la transition numérique. Et puis, la question climatique, donc la crise climatique est aussi à l'origine de migrations dans le monde. Donc on accueille de nouvelles populations migrantes qui, elles, n'ont pas droit au travail, en fait. Donc on crée, par les statuts administratifs ou par l'absence de véritables statuts, on crée de la précarité, on crée de la privation dans l'accès à l'emploi. Et donc là aussi, on sait que ces migrations liées à la crise climatique vont s'accentuer, que de toute façon les personnes sont là et continueront d'être présentes, et donc prendre en compte aussi par la réforme de la loi l'accès à l'emploi pour ces populations. On peut citer par exemple, vous entendez tous dans l'actualité les exemples de patrons solidaires, par exemple, qui font la grève de la faim pour soutenir. C'est pas que j'ai particulièrement envie de parler des patrons, mais c'est un exemple qui fait souvent la une de l'actualité, donc des apprentis migrants qualifiés, formés, qualifiés, avec possibilité de travailler dans des secteurs d'activité bien souvent déficitaires, et donc qui n'ont pas accès à l'emploi, qui prennent des OQTF, des obligations de quitter le territoire français. Et donc prendre en compte aussi la question de ces jeunes majeurs, souvent dans la question de l'emploi et transition écologique ou crise climatique. Et puis, donc je vous disais en préambule que la transition écologique est créatrice d'emplois. Elle est aussi à l'origine de la fermeture ou de la transformation de certains emplois. Tout à l'heure, le camarade parlait du nucléaire. On peut parler aussi du secteur automobile, avec l'évolution vers l'électrique. On peut parler de l'énergie. Enfin, on a plusieurs secteurs impactés. Donc, comment on prend en compte la transformation de ces emplois? Comment on accompagne les salariés pour qu'ils ne restent pas sur le carreau? En fait, comment on les accompagne par la formation, notamment? Comment on les accompagne aussi sur le maintien de leur niveau de vie, de leurs conditions salariales, et comment on prend en compte leurs compétences. Et puis... Pardon ? 2 minutes, ben ça tombe bien. Je voulais terminer par le fait que, enfin, on l'a aussi évoqué tout à l'heure, donc ça tombe bien si j'ai pas beaucoup de temps, comme ça je vais passer rapidement la question de... On a donc une responsabilité à partager le travail. On a parlé tout à l'heure de la réduction du temps de travail, du passage à 32 heures. Comment on réduit aussi également le temps de travail sur la semaine, comment on ouvre moins longtemps. On sait, on a des études qui nous montrent que surtravail, entre guillemets, génère de la surconsommation. Consommation d'entreprise, d'énergie, pardon, émissions de gaz à effet de serre, etc. Par exemple, on a des études qui nous montrent que si en Europe on adoptait les mêmes rythmes de travail qu'aux États-Unis, on consommerait 30% d'énergie en plus. Que si les Américains, en revanche, adoptaient des rythmes de travail plus proches des rythmes européens, ils diminueraient, eux, les émissions de gaz à effet de serre de 20%. Donc, comment, en fait, par la réduction du temps de travail, en plus du partage du temps de travail, du partage du travail que ça génère, de l'amélioration des conditions de vie pour les salariés que ça génère, comment, en plus, cette réduction du temps de travail participe de la réduction de la surconsommation. Et donc, pour conclure... donc je voudrais insister sur le lien entre, ça a déjà été fait tout à l'heure par la camarade qui est partie, insister sur le lien entre inégalité sociale et inégalité écologique, comment l'une et l'autre s'auto-alimentent, comment quand on a un petit salaire, on a des difficultés à isoler son logement, on a des difficultés à se chauffer, on est plus impacté dans le domaine de la santé par la crise écologique et climatique. Et donc...
rappeler ce lien donc entre inégalité sociale et écologique qui s'auto-alimente et rappeler que le capitalisme vert n'existe pas et que donc oui mais enfin, en tout cas, il n'est pas tenable de mon point de vue. Et voilà, donc je pense que j'ai terminé mon temps et je passe le micro à mon petit camarade. Alors à Patrick, pour Oui, 7 à 8 alors, minutes. Alors la dernière réflexion, je pense que tout ça peut entraîner des débats. Non, oui, mais Voilà. d'abord, moi j'ai fait une pièce rapportée parce qu'à 2 heures, je Oui, ne savais pas qu'il fallait arrête que de j'intervienne. pleurer, Voilà, arrête je de pleure. pleurer, Patrick. Bon. Mais je vais répondre à un point, pas sur le capitalisme vert, parce que c'est un vaste débat, mais sur quelque chose que a dit sur la transition écologique, parce que c'est assez intéressant, lié à notre débat. Sur la question des créateurs d'emplois. Il se trouve que pendant des années, j'ai été un des rédacteurs, un peu comme Jérôme, des programmes des Verts pour ma mère, pour Cohn-Bendit et tout ça, etc. Et que j'ai toujours mis, ça va créer 1 million d'emplois. Voilà, c'est ce qu'on dit. D'ailleurs, je pense que les Verts le disent toujours. Et moi, il se trouve qu'à quelques centaines de mètres où j'habite dans la plus grande tour de Paris, à peu près. C'est une des plus grandes qui est liée à Paris Habitat. Hein, on a 180 logements, ça fait 600 personnes, etc. C'est énorme, quoi. Hein, bon. Et donc, on a été une des premières applications, il y a 5-6 ans, de la rénovation thermique. Eh bien, c'est assez intéressant, parce que là, on voit le nœud de la question sociale et écologique. Il n'y a pas eu un seul emploi créé. Pourquoi ? Parce que on a donné le Paris Habitat, qui est quand même présidé par en plus le maire du 20e, mais pour tout Paris Habitat, c'est 300 000 logements hein, quand même. Eh bien, il a donné ça à un maître d'ouvrage qui est de Vinci. Je pense que vous connaissez bien à Nantes. Bon. Et de Vinci, qu'est-ce qu'il a fait ? Eh ben, il a dit, voilà, je donne l'électricité à une boîte de sous-traitance. Et il se trouvait, parce qu'ils me l'ont demandé d'ailleurs, que c'était des ouvriers népalais sans papier. Donc voilà. L'électricité, c'est des travailleurs bulgares détachés. Voilà. L'autre boîte qui faisait les façades, ça je ne me rappelle plus très bien, mais c'était du même tonneau. Et donc, 1 an après, alors d'abord ça a créé, parce qu'il n'y en avait aucun qui parlait français, ça a créé de fait objectivement, qu'on le veuille ou non, tout ça, qu'on le regrette ou non, c'est de fait des réactions racistes dans l'immeuble. Et deuxièmement, le travail sur la façade, en tout cas, 1 an après, on a dû le refaire. Hein, bon, donc, conclusion, pas d'emploi créé, de la merde, une sorte de réaction préventive sur tout effet de rénovation thermique et tout ça, alors que c'est même un des points majeurs qu'on demande. Donc, ça veut dire qu'il faut se battre sur les deux. Par exemple, la remise en cause de la sous-traitance est absolument essentielle dans cette affaire. Bon. Voilà. Alors, en fait, c'est pas de ça que je voulais vous parler, mais enfin, c'est un peu de ça parce que c'est la question de comment, finalement, on lie la question des quartiers populaires à la question de l'écologie politique. Donc, c'était un peu une sorte d'introduction. Moi, je suis qui ? Je vous le présentais en 30 secondes. PEPS, pour une écologie populaire et sociale, c'est une petite organisation qui se revendique à la fois de l'écologie de rupture et du Front populaire écologiste, qui a été d'ailleurs promotionné par Ruffin, etc. On a créé cette organisation parce que, justement, nous pensons qu'il n'y a pas une écologie, comme le pensent nos camarades de LV, auxquels j'ai été longtemps, mais qu'il y a plusieurs écologies, comme il y a plusieurs socialismes. Et donc, c'est normal qu'il y ait une diversité d'organisations, y compris de l'écologie. Et je dirais que les macronistes ont aujourd'hui une aile de l'écologie libérale, d'ailleurs souvent liée à d'anciens Verts, comme Pascal Canfin, comme François de Rugy, etc. Il y a aujourd'hui une montée en puissance de l'écofascisme qui est lui-même assez divers. Il y a une écologie, disons, environnementaliste et un peu social-démocrate, très bien représentée par ELV, dans lequel il y a quand même une écologie de rupture. Et puis, il y a divers courants. Il y a divers courants
il y a oui, mais le camarade Jérôme est dans cette écologie de rupture. Donc, et il y a et l'écologie de rupture elle-même, elle est extrêmement fragmentée. On trouve des camarades au NPA, au parti de gauche, qui se réclament de l'écosocialisme, dans la nouvelle organisation gauche, écologie sociale, etc. Nous, on est plutôt des communalistes qui se réclamons de l'écologie sociale, de Murray Bookchin, etc. Mais il y a aussi, chez nous, comme dans d'autres courants, des écoféministes, des écologistes décoloniaux, etc., des décroissants. Voilà. Bon, bref, cette écologie de rupture, elle n'est pas organisée à travers un seul parti, et c'est un des problèmes. C'est-à-dire qu'il faut pouvoir, à un moment donné, réunifier cette écologie de rupture. Nous sommes, et ça c'est un peu lié à notre débat aujourd'hui, nous étions au Parlement de l'Union populaire, on a eu par hasard un député que tu connais à Nantes, mais bon, voilà, on a quand même un certain nombre de critiques, y compris par rapport au programme de la NUPES. Enfin, pas de la NUPES d'ailleurs, que je connais moins bien, mais de l'AFI. Pourquoi ? Parce que sur un certain nombre de points, comme la question de l'économie de la mer, sur la question même du transhumanisme, quelque part, sur un certain nombre il y a une façon d'appuyer sur le développement de la technologie qui amène à une sorte de politique de croissance extrêmement forte qui est, à notre avis, en rupture avec ce qu'il faudrait aujourd'hui mettre en avant. Bon. Mais on considère que Jean-Luc Mélenchon et l'AFI ont apporté, du point de vue de la planification démocratique, du point de vue de la lutte antinucléaire, du point de vue d'un certain nombre de réflexions sur le vivant, etc., des apports fondamentaux dans la gauche fondamentaux, pardon, mais je m'excuse, oui. Dans la gauche, et ça a contribué, à mon avis, à clarifier le débat par rapport, y compris à nos camarades de ELV. Parce que, par exemple, dans ELV, jusqu'à très récemment, la question de la planification était un impensé. Bon, voilà, il faut le dire. Alors, finalement, comment faire vivre la fracture ? Enfin, comment faire repousser, pardon, la fracture. Je pense qu'il y a au moins trois éléments trois vecteurs qui peuvent être faits. D'abord, développer la question, ça a été dit tout à l'heure dans le débat, mais il faut insister, je pense, développer la question de l'éco-syndicalisme. Bon, nous, on est une toute petite organisation, on a créé un réseau éco-syndicaliste avec un certain nombre de camarades, y compris d'un petit courant syndical, l'émancipation, mais on pense que sur les questions de l'amiante, où il y a eu 100 000 morts quand même, des pollutions industrielles, des usines Seveso, etc., comme Lubrizol, tout ça, c'est extrêmement important de partir de la réalité du vécu des salariés de ces entreprises. C'est essentiel parce que si on n'arrive pas à mobiliser à partir des conditions de vie, et de ce point de vue-là, il y a un objectif politique, c'est la question des CHSCT qui ont été supprimés et je pense sur lequel il faut se rebattre sur cette question parce que ça pose la question de la santé environnementale. Et ça, c'est un objectif politique absolument essentiel dans les boîtes, mais aussi hors des boîtes, parce que ça a des conséquences sur les risques industriels que font peser un certain nombre d'entreprises, etc. Deuxièmement, développer l'écologie dans les quartiers populaires. Aujourd'hui, c'est là où il y a l'accumulation des injustices sociales et environnementales. Alors, il y a peu d'exemples aujourd'hui, mais on voit que, par exemple, à Bagnolet, avec la Maison de l'écologie populaire créée par Alternativa et le Front des maires, il commence à y avoir des avancées. Le comité Adama, par exemple, a fait la jonction à un moment donné avec les Gilets jaunes. Dans pas mal d'endroits se développent des luttes autour de la défense des jardins ouvriers, notamment contre les Jeux olympiques. Toutes ces questions-là, elles sont à collectiviser à partir des quartiers populaires et où il y a en plus beaucoup de jeunes qui sont sensibles à la dimension décoloniale de l'écologie. Et le troisième élément, c'est la lutte dans les... c'est ce qui s'est passé avec les Gilets jaunes. Parce que les Gilets jaunes ont été un révélateur
de l'arnaque, par exemple, de la taxe carbone, qui ne s'attaquait pas ni aux avions, ni aux bateaux de croisière, ni aux camions, etc., mais qui s'attaquait en fait aux plus pauvres. Et donc, ils ont été un révélateur. Comme ils ont été un révélateur de la question du besoin même de l'entraide en milieu populaire. Parce que sur les ronds-points s'expérimentait une autre façon de vivre. Je pense que là aussi, il faut tirer les conclusions de ça et repartir sur un type de programme adapté qui a commencé à être discuté sur les ronds-points. Et disons, pour finir, il y a 3 objectifs, à mon avis, qui pourraient être mis en avant dans les quartiers populaires et dans les zones populaires. C'est d'abord c'est dire qu'il faut, ce que moi j'appelais souvent quand j'étais au Vert, les 3 P, hein, c'est-à-dire la question de la prévention, de la précaution et de la protection. Politique de prévention, principe de précaution, objectif de protection. C'est très important parce que souvent, y compris dans l'écologie, on a valorisé la question des risques. Ben non, il faut valoriser la question de la protection. Pas de la sécurité, de la protection. Deuxièmement, la question de la gratuité. Alors, on pense tout de suite à la gratuité des transports, mais dans un certain nombre de domaines, cette bataille autour de la gratuité est essentielle. Troisièmement, je pense que c'est un sujet qui a émergé au moment du Covid, la question de la sécurité sociale de l'alimentation. Aujourd'hui, cette question, elle devient véritablement centrale pour des millions de gens. Et c'est en débat dans un certain nombre d'organisations. Alors, moi, je ne suis pas d'accord en plus avec la vision de Friot et tout ça, mais sur ce thème-là précis, il faut véritablement pouvoir débattre, mais en démocratisant ce truc, c'est-à-dire le rapport aux cantines populaires, le rapport aux AMAP, etc., etc. Il faut réfléchir à la question de la démocratie de l'alimentation. Voilà, merci. Merci Patrick. Alors on va prendre 5 ou 6 questions, pas plus. Hein. Sur les questions écologiques, je pense qu'il faut articuler les questions écologiques et sociales. Un camarade l'a dit, là, Jérôme, je crois. Il y avait le compromis possible entre le capital et le travail au 19e siècle et au 20e siècle. Maintenant, ce compromis-là, on ne peut plus le faire. Et on voit d'ailleurs qu'il y a les taux de croissance de la richesse marchande diminuent sur très longues périodes. Et on voit en fait qu'il y a des éléments de décroissance profonde qui existent. Par exemple, c'est de plus en plus difficile d'aller chercher tout un tas de matières premières, le pétrole, mais aussi des métaux, etc., etc. Donc il y a des éléments de décroissance. C'est plus difficile en technologie et en plus les cycles biogéochimiques sont considérablement perturbés. Donc ça crée la croissance marchande de ce type-là crée d'autres perturbations des phénomènes de décroissance. Moi, je suis de tradition et je reste profondément marxiste. Chez Marx, il y a un potentiel écologique énorme qu'il faut qu'on exploite. Il disait que le capitalisme épuise les hommes et la terre. Eh bien, nous, les marxistes de culture, on a toujours dit c'est pas la valeur marchande qu'il faut mettre en avant, c'est la valeur d'usage. Et là, je pense que il peut y avoir une belle fécondation avec l'écologie politique. Il faut réfléchir à trouver des productions durables. Par exemple, une voiture. Est-ce qu'une voiture, ça pourrait pas... Alors, il n'y a pas besoin de voiture pour tout le monde, il y en a trop. Mais là où il y a besoin de voiture, est-ce qu'une voiture, faut pas que ça dure 50 ou 100 ans, sauf saut technologique majeur, qu'on puisse remplacer des pièces qui est la durabilité dès l'éco-conception. On a aussi des contradictions à résoudre. Par exemple, moi j'habite à Ivry, voilà, je finis. On est pas mal à avoir des voitures qui ont entre 20 et 30 ans parfois et qui marchent très 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 bien. Il y a la zone à faible émission. C'est vrai qu'il y a des problèmes là-dessus, mais est-ce que on peut pas inventer d'autres choses? On peut pas dire les voitures anciennes, on développe des filières en planifiant de rétrofit pour maintenir ces voitures si elles sont en état. Parce que d'un côté, on nous donne
un signal écologique, il faut que ce soit moins de fumée, etc. Et de l'autre côté, on va accélérer la mise au rebut de voitures qui fonctionnent encore. Donc on voit bien qu'il y a une contradiction pratique et qu'il faut vraiment prendre à bras le corps avec la complexité des choses. Et cette complexité nécessite la NUPES et tout ce qu'on a déjà dit tout à l'heure. Après, on prend encore 2 intervenants. Levez la main, parce qu'après, ça va être... Non, mais j'hésitais à intervenir sur la question de la maîtrise d'une ressource qui est celle des sols. Et donc, en fait, c'est Jean-Pierre qui m'a décidé d'intervenir, parce que quand tu dis, Jean-Pierre, que l'humain a voulu maîtriser la Terre, en fait, c'est le capitalisme qui a voulu maîtriser la Terre. Puisque, évidemment, de toute manière, et c'est un peu... voilà, c'est la grande discussion qu'on doit avoir, c'est quel compromis social et environnemental on doit faire, parce que, de fait, si on veut que la planète, elle perdure, c'est pour pouvoir y vivre. Donc voilà, il y a cette grande discussion-là. Et je trouve que s'il y a bien une ressource qu'on peut maîtriser en étant pas dans les discussions qui sont difficiles, des questions notamment liées à la dépendance, puisqu'il y a un certain nombre de ressources où on sait bien qu'on dépend de ce qui se fait ailleurs, sur la question de la maîtrise publique du sol, on peut aller beaucoup plus loin. Et c'est un sujet qui nous permet à la fois de se poser la question et de résoudre la question de la souveraineté alimentaire. Ça permet aussi de se poser la question de la réindustrialisation. Donc quels sont les sols qu'on utilise en effet pour assumer qu'il y a une part d'industrie qui doit être relocalisée. Ça pose la question, enfin ça permet aussi de se poser la question de quelle part de sol on est aussi prêt à donner dans la question par exemple de la construction de logement. Et donc ça permet finalement de rediscuter ensemble de quelle part pour quel type d'usage. Et pour ça, on a des outils concrets qui sont déjà en place. Alors après, je sais que certains appellent de leur vœu qu'il y ait une grande loi foncière pour pouvoir rediscuter de tout ça, mais de fait, il y a aussi voilà, cette question de la maîtrise publique du sol, qui est un sujet sur lequel finalement on intervient peu, on en dit peu, alors que c'est une vraie clé pour pouvoir repenser la question de l'aménagement du territoire, la question de ce qu'on est prêt à rendre à et d'assumer qu'en effet il y a des endroits il faut que ça redevienne simplement des lieux de biodiversité, puis d'autres endroits où au contraire on va aussi en faire des lieux qui sont anthropisés parce que la nécessité fait que les humains ils ont besoin aussi d'un certain nombre d'équipements, de lieux pour vivre. Donc voilà, c'était ce sujet-là qui me semble aussi important à poser. Merci. Pas d'autres intervenants dans la salle. Bon ça nous fait avancer pour l'horaire. Donc on va laisser nos 3 intervenants réagir. Donc Nadège. Oui, moi, pour conclure, je vais compléter ce que vient de dire Marlène sur la maîtrise du sol. Je voudrais prolonger sur l'agriculture. C'est parti, voilà. Sur l'agriculture biologique et paysanne, qui donc est étroitement liée au sujet de l'alimentation et donc. L'alimentation donc fondamentale, tu en parlais tout à l'heure en termes avec même une proposition pour aborder la question sociale et puis oui, l'agriculture biologique et paysanne, et pour donc faire le lien avec la remarque de Jean-Pierre, dans le sens où cette agriculture paysanne permet de remettre des haies, permet de conserver les arbres, etc., de préserver une forme de biodiversité en même temps qu'elle est saine et qu'elle est aussi liée à la santé des personnes et à une alimentation correcte. Donc je pense que par ce thème-là, en fait, de l'agriculture paysanne, on aborde des tas de sujets en lien avec les remontées là de la salle. Donc je voulais juste conclure là-dessus et puis dire que juste aussi, effectivement, on a voulu contrôler la Terre, maintenant on veut contrôler la Lune. Voilà. Donc vigilance. Merci Nadège. Patrick. Moi, je voudrais simplement... Alors, je suis entièrement d'accord avec la question sur la maîtrise du foncier. Effectivement, c'est aujourd'hui une des questions prioritaires. Je dirais que c'est une des seules qui avait été abordée dès la première internationale, parce que la première internationale se foutait comme de l'écologie, c'était pas à son ordre du jour, mais elle avait posé dans un de ses premiers congrès la question de la maîtrise des forêts, la maîtrise publique des forêts. Et donc c'était pas pour rien, quoi, hein, parce que cette question était déjà à l'époque extrêmement importante. La deuxième remarque que je voudrais faire, on a
Jérôme a parlé d'anthropocène. Nous, on parle plutôt de capitalocène. Ce n'est pas seulement une différence sémantique. C'est qu'effectivement, il faut arrêter de faire penser que ce sont les humains qui sont responsables de la catastrophe climatique. C'est d'abord le capitalisme. Et c'est depuis le début, c'est-à-dire depuis y compris la découverte, pseudo-découverte de l'Amérique, que cette question du capitalocène, qui a fait mourir des centaines de milliers d'Indiens ou des millions d'Indiens en Amérique latine et en Amérique du Nord, est posée. Et donc aujourd'hui, il faut bien identifier cette question, même si elle mérite un débat entre chercheurs, etc. Et le troisième élément que je voulais dire, c'est que je n'ai pas développé tout à l'heure, mais je pense qu'aujourd'hui, chez les jeunes, il y a dans le mouvement, notamment climat, il y a des aspirations anticapitalistes. Et il faut les comprendre, même si aujourd'hui, ça passe par, pour beaucoup de ces jeunes, sur la question de la négation de la question du nucléaire. Je crois qu'aujourd'hui, dans ce qui se passe dans ce mouvement de jeunes, c'est 3 éléments qui sont à la racine de notre combat. C'est la question d'abord de ce que nous, on appelle le communalisme, c'est-à-dire la prise en main par les habitants dans une même zone de leur destin. Et ça passe y compris par la question du municipalisme libertaire. À Nantes, que tu connais mieux que moi, il y a une sorte de groupe qui s'appelle Nantes en commun, qui réunit plus d'une centaine de personnes, qui a racheté un café, qui a racheté des champs, etc., quelques hectares, tout ça. Donc l'idée, c'est de faire une sorte de contre-société et en même temps de se présenter aux élections municipales, mais aussi de soutenir toutes les formes de désobéissance civile qui sont aujourd'hui à l'œuvre. Et entre la désobéissance civile, la contre-société et le communalisme, il y a une sorte de composition nouvelle de la résistance anticapitaliste qui est très importante et qui est en train de se structurer dans l'imaginaire de la jeunesse. Alors, on peut ne pas le comprendre parce qu'on est dans une salle où on est en gros globalement des vieux, mais je pense que c'est quand même extrêmement important de comprendre qu'il y a une rupture profonde au niveau de la jeunesse. Voilà, merci. Merci. Oui, si on lance le débat capitalocène contre anthropocène, on n'est pas sorti de l'auberge. Si, je veux dire un truc parce que ça me permet il ne faut pas confondre capitalisme et les capitalistes. Quand André Gorz parle de la sortie du capitalisme, les capitalistes, ils vont rester là. Et aujourd'hui, les capitalistes sont en train de s'organiser, donc la classe sociale qui porte le capitalisme est en train de s'organiser contre le peuple. Et que dans la question des bifurcations et la question du vivant, c'est très important, c'est-à-dire que on est dans une phase de bifurcation de l'histoire de l'humanité. Le monde du fordisme, du compromis fordien n'est plus possible. Donc il faut en tirer les conséquences politiques de cela. Et malheureusement, les organisations politiques n'en tirent pas les conséquences politiques en termes d'organisation. Contrairement du temps des premières, deuxième internationales et compagnie, où il y avait une vraie réflexion de l'état du monde, et ils s'organisaient par rapport à cela. Et aujourd'hui, donc, on ne tire pas les conséquences. Et même Jean-Luc Mélenchon, qui fait de très bonnes analyses, il ne tire pas les conséquences de cela. Et pour illustrer cela, dans la discussion programmatique au sein de la NUPES, il y a une contradiction majeure que j'ai dit indirectement dans un article dans ma chronique de Politis, entre d'un côté, donc, on tient compte de la crise écologique avec il faut réduire les gaz à effet de serre, il faut patati patata, enfin, le truc classique des écologistes. On est noté numéro 1 par toutes les organisations écologistes, à la fois donc le programme de Jean-Luc Mélenchon et le programme de Yannick Jadot. Et puis de côté, on fait un programme très keynésien, finalement, qui génère beaucoup de croissance, qui génère du pouvoir d'achat, qui est équilibré. Même la Banque de France nous dit c'est génial avec le truc. Donc le modèle de la Banque de France, c'est vraiment un modèle très très libéral. Malgré cela, donc, ça permet de générer des impôts. Et même dans le programme qu'on applique le modèle de la NUPES, on génère plus de recettes fiscales que de dépenses. Et à la fin, donc, c'est excédentaire. On rembourse même la dette avec le programme de la NUPES. La question, c'est de me dire où c'est qu'il y a le problème. Et donc le problème, il est vraiment en termes de classe sociale. C'est-à-dire que, alors, si on revient au début pas du marxisme, des classes, c'est 2 classes sociales qui s'opposent, les capitalistes contre la classe prolétaire. Et c'est ça qu'il faut réactualiser aujourd'hui. Et ça, on ne le fait pas, même en termes de programme économique. Alors sur la question du vivant, c'est ça aujourd'hui. Quelles sont les sorties possibles ? Il y a la sortie de fuite en avant du capitalisme,
donc avec le transhumanisme, avec la conquête de l'espace, avec donc la géo-ingénierie, on trouve des nouveaux moteurs de croissance et on peut continuer comme ça. Ça, c'est une sortie possible. La deuxième sortie, c'est ce que Christophe a un peu sous-entendu, c'est une gestion autoritaire. Ça ne sera plus du capitalisme, ça sera autre chose. Une gestion autoritaire du contrôle de l'alimentation, du contrôle des ressources rares. Voilà. Alors, qui se peut faire soit de manière étatique, modèle chinois, soit de manière, on va dire, c'est pas capitaliste, néolibéral, modèle américain, avec des grandes multinationales. Voilà, ça c'est une sortie. Et puis la troisième sortie, c'est la sortie positive, c'est la sortie que nous on défend et auquel on n'est pas forcément d'accord. Et le problème, c'est que ce qui est rageant, et des gens comme Fabien Roussel et certains communistes qui ne comprennent même pas la situation dans laquelle on est. Et ils ne comprennent pas que, par exemple, la question du nucléaire n'est pas qu'une question est-ce que je suis pro ou anti-nucléaire. Le nucléaire détermine un certain régime de production. Ce n'est pas une question d'être pro ou anti-nucléaire. C'est le régime de production qui va avec cela, qui est un régime centralisé, qui est un régime forcément lié donc à un centralisme. Voilà, enfin, il faut comprendre les conséquences de ce qu'on défend. Et ou pareil sur l'histoire la polémique sur le barbecue et compagnie. C'est-à-dire il ne comprend pas ce que ça produit comme modèle économique derrière, qui est un modèle capitaliste. Donc on ne combat pas les capitalistes. Et je vais venir sur la question du marxisme, parce qu'il y a quand même un manque chez Marx, c'est-à-dire que travail vivant, travail mort, il manque la question du capital non renouvelable. La question du pétrole, la question du charbon, la question du gaz, ça n'existe pas dans le modèle marxiste. Et à partir du moment où ça n'existe pas dans le modèle marxiste, il y a plein d'erreurs d'analyse dans les conclusions par rapport à ça. Et il faut mettre à part, parce qu'il n'y a pas je veux bien que le capital soit du travail mort, mais il y a aussi le capital non renouvelable. Et ça n'est pas dans les analyses de Marx. Et pareil, on le voit très bien aujourd'hui. Oui, mais que du sol, c'est qu'une partie. C'est qu'une partie. Et pareil, je vais terminer là-dessus, je ne vais pas être long. Sur la crise actuelle, la crise actuelle aujourd'hui, c'est pour ça qu'il faut qu'il y ait une convergence. Christophe l'a très bien dit aussi, il ne faut pas confondre les luttes de la raffinerie avec les luttes de la fonction publique. C'est la question sur l'impact de la hausse du prix de l'énergie qui est inéluctable sur la question donc de la hausse des salaires. Comment on lie les deux ? Ou comment on fait que... et pour lier les deux, il n'y a qu'une seule sortie possible, ne plus être dépendant du gaz et du pétrole. Il n'y a pas d'alternative à cela. Et le fait, si une partie du syndicat ne comprenne pas qu'il faut sortir de cette dépendance-là, qui nous permet pas de contrôler notre devenir, on ne trouvera pas de solution. Merci Jérôme, merci Patrick, merci Nadège et merci Aline.